Bienvenue dans le 59 casque. Oui, le 59 casque, c'est le 56 casque numéro 59. J'ai pensé que ça irait plus vite. Aujourd'hui, nous avons Sofian Fanen pour nous parler de streaming. Bonjour Sofian, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment tu vas bien? Pas mal. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Ouais, non, mais là, il se passe, enfin, il y a de l'actu partout. Ça s'accélère un peu, ouais. On n'a pas dit que les sites de streaming se portaient tous bien, mais en tout cas, il leur arrive tous des trucs. Voilà. Donc on parlera surtout de streaming aujourd'hui, on fera même pas de petites news au début tellement il y a de choses à dire sur le streaming, et après on fera un potager du web sur la musique, et il y aura une virgule what the fuck sur la musique, et des poils sans musique, mais des poils avec un hamster Google, donc ça compense un petit peu. Je suis pressé d'y être. Alors entrons dans le vif du sujet. Par quoi on commence? On commence par les stars, genre YouTube? Ouais, allez, commençons par YouTube. YouTube, ils essayent encore une fois de se lancer, enfin, ils essayent. C'est un monstre du streaming musical, YouTube, on n'y pense pas forcément, mais c'est la plateforme de streaming musical la plus utilisée dans le monde, en fait, bien loin devant Spotify, Deezer, Apple. L'image, là, dans les vidéos, on s'en sert pas trop, mais... Oui, voilà, mais il y a énormément de gens qui écoutent la musique par YouTube, il y a beaucoup de clips qui sont vus par YouTube, il y a beaucoup de gens qui téléchargent de la musique à partir des vidéos YouTube. Ouais, avec des sites genre YouTube to mp3.com. Voilà, et tout, c'est moyennement légal, mais c'est une grosse pratique, en fait. Et notamment chez les plus jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un abonnement streaming et qui veulent avoir les morceaux dans leur téléphone vu qu'ils n'ont pas d'abonnement 4G. Ouais. Voilà, donc c'est un gros usage, et Google cherche un chemin aussi pour proposer une offre vraiment labellisée musique. Alors ils ont tenté plein de choses, ils ont fait Google Music Key, Play Music, avec des taux d'usage à chaque fois on a toujours fait des articles en disant ça y est, Google arrive dans le streaming. Non mais en même temps ils ont toujours fait ça plutôt bien, à chaque fois c'est pas des mauvaises offres et tout ça, et il y a plutôt des utilisateurs. Mais en fait Google, ils communiquent jamais sur, ils ont jamais vraiment fait un bilan de Google Music Key, tout ça, ils ont jamais fait de bilan. Donc on sait jamais vraiment si c'est vraiment utilisé, mais ce qui est sûr c'est que YouTube c'est super utilisé. Et du coup là la prochaine étape c'est donc YouTube Red qui est lancé aux États-Unis, pas encore vraiment en Europe. Et je t'interromps 2 secondes. J'ai mis la petite pub de YouTube Red. On passe à la pub pour Google, non? Mais non, mais c'est parce qu'il y a les fonctionnalités dessus. C'est pour faire des vidéos. Oui, donc effectivement, la vidéo n'a aucun intérêt, je suis absolument désolée. Et la musique non plus. Et la musique non plus. Mais il y a les 3 principales informations dedans, c'est que donc YouTube Red, ça permet de voir tout YouTube sans pub pour un abonnement à 9,99 €, comme tout le monde. Ça permet de télécharger les vidéos pour les regarder hors ligne, dans le métro ça peut être pratique, et ça permet de jouer les vidéos en arrière-plan pendant que tu fais autre chose avec une autre application. Donc ça commence à... Ça ressemble à un service de streaming. On commence à pouvoir s'en servir pour effectivement écouter la musique sur son téléphone. Oui, c'est ça. Et en fait, ils font un service de streaming. Il n'y a aucune option, il n'y a aucun truc en plus par rapport à ce que proposent déjà tous les services qui existent. La force que YouTube a, c'est ils arrivent avec un catalogue qui est gigantesque, parce que à l'opposé des services de streaming existants comme Spotify, Deezer, Rdio, etc., eux, ils ont été obligés d'aller négocier avec les ayants droit, les gens qui possèdent en fait les catalogues de musique, les maisons de disques, en leur disant est-ce qu'on peut utiliser vos catalogues sur notre plateforme, et il y a eu des échanges financiers, des discussions, etc., il y a des contrats. YouTube, comme c'est Google qui sont énormes, ils sont arrivés, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme historiquement, c'est une histoire pirate en fait, Google, ils arrivent avec YouTube, YouTube arrive avant d'être acheté par Google, et en disant à tout le monde, mettez vos vidéos personnelles, c'est gratuit, c'est pour vous, etc. machin. Du coup, les gens mettent leurs vidéos personnelles avec la musique qu'ils aiment bien. Là, guerre d'ayant droit, etc., etc. Google rachète YouTube, et à partir de là, en fait, Google dit non, mais on va laisser les gens quand même mettre leur musique, et si les ayants droit sont pas d'accord, ils pourront les enlever, etc. Sauf que maintenant, c'est tellement gigantesque en fait YouTube que personne va aller enlever ces vidéos
de YouTube parce que c'est un canal de diffusion, de promotion, de monétisation aussi, comme on dit, parce que les labels récupèrent de l'argent avec la publicité. Donc, ça n'empêche pas que n'importe qui peut mettre n'importe quelle musique sur YouTube. Par centaines, mais il est quand même plus avantageux pour un éditeur de jouer le jeu que pas, c'est ça? Alors, quand on compte le revenu par stream, il vaut mieux être sur Spotify que sur YouTube, parce que YouTube a toujours très mal payé. Par contre, en termes de vues, c'est sans commune mesure, quoi. Un clip qui est vu sur YouTube 100 millions de fois, il fera peut-être 30 millions d'écoutes sur Spotify, par exemple. Donc ça a une force parce qu'il y a le clip, parce qu'il y a tout ça. Donc en fait, Google a une force de frappe dingue, et surtout avec le modèle inversé qui dit à tout le monde « mettez toutes les musiques que vous voulez ». Et après, c'est aux artistes, aux ayants droit, de venir nous dire s'ils veulent bien qu'on laisse leur musique. Ça permet d'avoir sur YouTube des choses qui ne sont pas sur les autres plateformes, simplement parce que personne s'en occupe en fait. C'est souvent des catalogues qui sont oubliés, abandonnés, pas gérés, etc. Donc en termes d'offres musicales, c'est d'une richesse dingue. Après, la problématique, on commençait à parler un peu dessous, c'est qu'ils ont imposé, je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà, si tu te rappelles, l'année dernière, il y avait déjà eu une histoire, quand ils ont lancé Music Key, ils avaient imposé un contrat aux indépendants qui était extrêmement dur, extrêmement restrictif, où ils disaient en gros, le contrat, le voilà, gros bisous, vous le signez, sinon on enlève toutes vos vidéos. Et en fait, ils font pareil. Donc pour les tellement de fois qu'ils font ce qu'ils veulent. Exactement. En fait, avec les plus gros, c'est-à-dire les majors et les gros indés, ils ont discuté. Ils ont signé des contrats et du coup, ils se retrouvent avec des revenus un peu plus élevés et des moyens d'agir sur les vidéos un peu plus élevés aussi. Par contre, tous les plus petits, c'est le contrat type, voilà, signez-le. Et c'est le seul, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de négociation possible. C'est-à-dire que là, actuellement, donc, dans ce qu'ils ont déjà signé, les plus petits, ils ont le choix de monétiser leurs vidéos avec de la pub. Là, maintenant, on leur a demandé s'ils voulaient passer au système YouTube Red. Enfin, on leur a demandé. On leur a dit, maintenant, on passe au système YouTube Red, c'est-à-dire que tous ceux qui voudront s'abonner pourront voir vos vidéos sans pub. Et soit vous acceptez ce système, soit vous partez. Voilà. Et il y a des négociations de retour de retour financier. Et on sait... Alors, il n'y a pas encore de chiffres vraiment sur YouTube Red. YouTube payait entre 55 et 65% des revenus de la publicité aux ayants droit. Après, c'est réparti, producteurs, artistes, etc., etc. Là, ils ont promis, je cite, que la vaste majorité des revenus irait aux producteurs de contenu. Ouais, la vaste majorité, qu'est-ce que c'est? Donc, a priori, ils vont sûrement s'aligner sur le 70% de Spotify, Deezer, Apple, etc. Mais Google, ils ont toujours été connus pour être un petit peu en dessous, pour être un peu moins disant, en disant oui, mais nous, on fait beaucoup de vues, on fait beaucoup de masse, etc. Donc, on vous paye un petit peu moins. Donc, ils vont plutôt être dans les 55, 60% peut-être. Et après, il reste pas grand-chose en fait au niveau de la redistribution. Donc, et surtout, il y a zéro possibilité de discuter. Donc, il faut voir aussi quel impact ça va avoir en termes de... est-ce que ça va vraiment faire passer le streaming à un niveau très grand public? Parce que c'est ça l'enjeu en ce moment entre YouTube et Apple Music qui est arrivé aussi. C'est le moment où le streaming devient très grand public et du coup va peut-être grossir et générer suffisamment de revenus en gros pour que tout le monde soit satisfait. Il ne s'agit pas de retrouver le niveau économique de l'industrie du disque à la fin des années 90, début des années 2000, parce que c'était dans tous les cas pas très sain. C'était vraiment une bulle, les CD étaient vendus trop cher. Voilà, c'était une exception dans l'histoire de la musique. Ça baisse maintenant, par contre, ça revient à un niveau normal. Voilà, par contre, il faut retrouver un niveau satisfaisant pour que tout le monde puisse créer de la musique, la diffuser, faire des tournées, etc. Que ça n'aille pas dans la poche seulement des producteurs aussi. Voilà, on va en parler après, c'est la question de la mission Schwartz, c'est ça. En tout cas, YouTube Red, pour les infos pratiques, c'est normal que vous en ayez pas trop, enfin, que vous l'ayez pas vu passer sur YouTube parce que c'est aux États-Unis pour l'instant. On ne sait pas trop quand ça va débarquer chez nous, ou alors j'ai loupé une info? Non, c'est pas encore vraiment annoncé. Ils vont le déployer. Mais de toute façon, la France est toujours l'un des premiers pays parce que c'est l'un des premiers marchés. Ouais. Donc ça va être déployé, donc, à mon avis, fin d'année. Tu vérifies que techniquement ça marche. Oui, puis il y a des questions de droit, de contrat qui marchent pas de la même façon. C'est pas les mêmes régimes juridiques et du coup ils sont obligés de transposer un peu des choses. Mais printemps maximum a priori. Ouais. Et alors juste un mot sur la partie vidéo, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient commencer à faire comme Amazon et Netflix aussi,
pour la VOD, c'est-à-dire à produire des séries et des films originaux. Alors ça vend pas du rêve pour l'instant, ils comptent sur leurs youtubeurs stars pour devenir des acteurs de séries. Genre ils vont faire une série qui s'appelle Scare PewDiePie, donc je crois que ça se prononce comme ça, PewDiePie, le gamer suédois là, où donc il va arriver tout un tas d'aventures effrayantes à ce gamer. C'est dans une série donc. Et les vidéos seront réservées aux abonnés YouTube Red pour, je sais pas si ça donne envie de payer 9,99 € par mois. Et ils vont aussi faire une nouvelle appli, j'ai noté, YouTube Music, oui, il y aura une appli qui permettra de... Oui, mais donc de plus avoir les vidéos. Il y aura sûrement les vidéos dans un coin, mais ça permettra de faire ses playlists, en tout cas, de façon un peu plus souple et de gérer un peu mieux. Et c'est ça peut-être qui manquait avant, dans les trucs Music Key et tout, c'est qu'il y a une appli qui s'appelle comme ça, pour un peu officialiser le fait que... Il y avait l'appli Google Music, mais jamais été vraiment utilisée. Ouais, enfin, c'était pas juste plus un lecteur qui permettait d'aller chercher les MP3 de ton Non, tu pouvais avoir le streaming et les MP3 de ton appareil, c'était pas mal fait. D'accord. Et en France, Deezer par exemple, ça devient quoi? Alors justement, je parlais de le moment où le streaming devient grand public. On commence à l'approcher en tout cas. Et dans le même moment, Deezer, qui est un peu un acteur historique, comme on dit, du secteur, parce que eux aussi, ils ont commencé comme des pirates au moment où personne ne voulait discuter avec eux, donc ils étaient forcément pirates vu que personne voulait discuter avec eux. Et courageusement quand même, ils ont inventé un modèle, presque tout seul. Il y avait Deezer et quelques autres petites boîtes, enfin Blog Music, avec un K à musique, souvenez-vous. Et ce qui les a lancés, c'était tous les partenariats qu'ils ont fait avec Orange aussi. Avec Orange après, voilà. Les gens se sont retrouvés avec un abonnement en streaming alors qu'ils savaient à peine ce que ça voulait dire. Voilà, donc ils ont pas mal défriché quand même. Et c'est un service que moi je trouve plutôt vraiment au point. Ils ont une grosse expérience, l'ergonomie est bonne, le catalogue est le même que tous les autres, à peu de choses près. Et donc leur problème, c'est qu'ils sont sous-dotés, quoi. Ils sont un peu petits. Ils n'ont jamais réussi à grossir comme Spotify a vraiment grossi. Et Apple, YouTube, tout ça, de toute façon ils arrivent, ils sont déjà gros. Mais aux États-Unis, il y a Rdio, Rhapsody, tout ça, ils ont un peu grossi aussi. Mais Deezer, c'est un gros acteur mondial, mais il reste petit à côté de Spotify qui est valorisé 5 milliards, 6 milliards de dollars. Donc ils se lancent en bourse. Le problème, c'est que là, ils viennent de retirer leur offre de lancement en bourse parce que les investisseurs ne viennent pas. Ils sont trop frileux. Parce que dans le même moment, YouTube a annoncé YouTube Red. Dans le même moment, Apple a donné des chiffres sur Apple Music. Bon moment, en fait. Et en fait, c'était pas le bon moment pour lancer ça. Ils auraient peut-être dû le faire dans 6 mois ou 6 mois avant. Enfin voilà, le timing n'a pas forcément été très bon. De lancer une entrée en bourse et puis de sortir comme ça. On va peut-être pas y aller parce qu'ils ont un peu peur de pas réussir. Et c'est un peu dommage parce que franchement Deezer c'est un bon service et c'est un peu dommage que on parle plus d'Apple Music qui en termes d'ergonomie vraiment en tant qu'utilisateur c'est pas vraiment satisfaisant. Deezer l'est et ensuite c'est un peu inquiétant ou préoccupant ou ça pose des questions en tout cas sur le modèle économique parce qu'on se dit mais le streaming ça commence à marcher là, il y a quand même Apple qui a annoncé 6,5 millions d'utilisateurs payants, ils ont quoi? Ils ont 15 millions d'utilisateurs en tout. Alors, on peut se dire c'est beaucoup. En quelques mois, Spotify, ils ont 20 millions de payants. Et pour relativiser les chiffres d'Apple, ils ont vendu 48 millions d'iPhone au dernier trimestre dans le monde. Donc voilà, ils ont 15 millions d'utilisateurs alors qu'ils ont juste vendu 48 millions d'iPhone en un trimestre. Combien de millions d'iPhone qui circulent? Donc c'est un tout petit chiffre quand même. Mais bon, il y a un effet de masse. Et donc tu te dis si Deezer qui se débrouille plutôt bien dans son petit domaine n'y arrive pas. Voilà, où est le modèle économique? Enfin, pourquoi le monde économique ne croit pas au modèle du streaming alors que vraiment pour l'instant tout est ouvert. Donc c'est est-ce qu'ils ne croient pas en Deezer? Parce que c'est fini, ils sont trop petits, ils sont en train de se laisser enfermer. Ils sont trop français. Ouais, en même temps non, parce qu'ils ont une stratégie de développement international qui est intéressante. Ça marche plutôt pas mal. En fait, là où Spotify, ils ont très peu de marché, par exemple, c'est leur gros concurrent. Là où Spotify, ils ont très peu de marché, mais ils les travaillent vraiment en gros, sur le terrain, etc. Donc ils sont en gros sur l'Europe de l'Ouest, la Scandinavie, les États-Unis. Deezer, en fait, ils ont une stratégie du reste du monde. Ils sont en France, ils sont bons en Allemagne aussi, et par contre, ils sont dans 150 territoires dans le monde entier. On peut accéder à Deezer au Venezuela, au Brésil, en Thaïlande, voilà, ils sont un petit peu partout, aux Philippines et tout. Voilà, Spotify, non. Donc,
c'est assez intéressant. Le problème, c'est que quand on s'aventure dans des marchés comme ça, chaque marché est vraiment spécifique quand même. C'est-à-dire qu'il faut mettre en avant des artistes qui sont très spécifiques au pays. Au Brésil, on n'écoute pas la même chose qu'au Venezuela, qu'en Allemagne, qu'aux Philippines et tout, à un moment donné. Oui, c'est un boulot marketing dingue. Même si tout le monde écoute Beyoncé, par contre, à côté de ça, tout le monde n'écoute pas la chanteuse philippine, le groupe brésilien qui marche à ce moment-là et tout. Donc ça demande pas mal de personnes et tout. Et c'est ça qu'ils ont eu du mal. En fait, leur service est disponible, mais ils n'arrivent pas à le rendre vraiment visible parce qu'ils n'ont pas une politique éditoriale satisfaisante pour réussir vraiment à se faire voir. Et du coup, c'est Spotify qui est plus visible, alors que Deezer, ils sont dans plus de pays. Et... Au niveau de la taille de l'équipe, Spotify, ils sont plus gros que Deezer, vraiment? Ils sont plus gros que Deezer, ouais. Notamment en termes marketing, ils sont beaucoup plus gros. Alors, petite virgule what the fuck, c'est un chien qui a l'oreille absolue et donc qui sait reconnaître la note qu'on vient de lui jouer au piano et de la refaire sur le clavier. Ils sont trop forts, non? Ils sont forts. Enfin, moi, ça m'impressionne pas mal. C'est des chiens, quand même. Je sais pas si tu te rends compte. Ils ont très bon ouïe. Bah, ils entendent très bien, les chiens. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle Perfect Pitch Dogs Play Piano et c'est une vidéo de Schlau Vau Vau, qui a l'air allemand, donc. Donc Apple Music, ouais, a sorti ces chiffres. Ouais, bah, ils sont, comme je disais, ils sont plutôt... Attends, ça a été lancé quand déjà? Ça a été lancé il y a 3 mois. Parce que là, on vient de sortir en gros 3-4 mois. On vient de sortir des offres gratuites, 3 mois d'essai gratuits. Ouais. Et donc c'est le moment de faire le bilan. Voilà, mais les chiffres sont, on va dire bons, mais pas top, comme on dit, bien mais pas top. C'est-à-dire que voilà, 6,5 millions d'abonnés payants, 15 millions d'utilisateurs. C'est beaucoup si c'était streaming.com qui se lançait et que personne ne connaît, c'est Apple. Donc au final, c'est pas encore... Surtout qu'apparemment, ils poussent bien. Hein. Tu m'as dit que quand on posait une question à Siri, maintenant, Siri te répond, mais dis donc, t'es pas abonné. Aux États-Unis, quand on pose une question à Siri sur la musique, qui était numéro 1 du classement des ventes en 1984, et à ce moment-là, Siri dit il faudrait que tu t'abonnes à Apple Music avant, moi je sais pas. C'est-à-dire qu'il lui répond même pas, quoi. Non, elle ne répond même pas. Elle ne répond même pas, il faut que tu t'abonnes. Donc c'est un peu pushy. C'est vraiment horrible. C'est un peu affreux. Et non, ils poussent pas mal, ils font beaucoup de pubs. Ce qui marche très bien, c'est Beats One, qui est la radio qui est attachée en fait à Apple Music. En fait, ils ont réinventé la radio. Ils ont embauché des DJ, des très bons DJ, des très bons présentateurs, notamment des Anglais, parce qu'ils ont débauché de la BBC qui fait ça très bien. Et en fait, ils ont réinventé la radio avec des gens qui programment des stations de radio. Mal, ça, comme idée. Et du coup, tu écoutes des playlists que des gens font. La musique, mais ouais. Voilà. Mais pourquoi on fait pas ça, je veux dire, ailleurs que sur Internet, dans des postes en plastique et tout, et puis on diffuserait par les ondes? C'est super intéressante. On va en parler à Mathieu Gallet. Voilà pour le streaming, sauf si tu avais encore quelque chose à dire. Il y avait la mission Schwartz. Oui, la mission Schwartz. Ouais, voilà. Mais c'est sur le streaming aussi? Oui, tout ça c'est du streaming. Donc la mission Schwartz de Mark Schwartz, donc Mark Schwartz, c'est un médiateur qui est intervenu sur Google et la presse. Enfin, c'est un mec qu'on envoie quand plus personne peut se parler. Quand les gens sont fâchés, on envoie Mark Schwartz. Et il est assez intéressant. Il porte bien son nom de médiateur. Donc on lui a dit, regarde Marc, le monde de la musique française, c'est vraiment le bazar. C'est vraiment le bazar. Tout le monde est fâché dans la famille, plus personne se parle. Essaye de les rabibocher avant les fêtes parce que vraiment là, ça commence à poser problème. Et comme il y avait une loi création qui arrivait, il fallait un truc sur la musique et il fallait un peu que voilà. Et il y a notamment un problème, c'était le partage de la valeur dans le streaming. C'est-à-dire que Spotify ou Deezer donnent 70% aux ayants droit. Et où va cet argent? Les artistes disaient oui, nous on touche à rien, on est super. Tu te rappelles Taylor Swift qui chouinait, Tom York aussi, tout le monde chouine. Et donc trouver une solution pour que l'argent qui doit aller aux artistes ne se perde pas trop dans des tuyaux un peu sombres dans les coins. Donc ils ont tous discuté. La grande différence cette fois-ci, c'est que ils ont réussi à se parler.
Voilà. Parce que il y a des nouveaux représentants d'artistes qui s'appellent la GAM, la Guilde des auteurs de musique, et eux c'est des artistes et ils parlent en leur propre nom. Et alors que le problème, c'était que les producteurs de musique étaient fâchés avec l'ADAMI, qui est une société de redistribution des droits, c'est-à-dire qu'elle perçoit des droits sur la diffusion de la musique, pour résumer, et les redistribue aux artistes. Et l'ADAMI était devenue de fait, et c'est un peu mis dans le rôle des représentants des artistes. Elle les représentait avant tout elle-même, et leurs intérêts étant complètement divergents, ils se sont fâchés avec les producteurs, et puis personne ne se parlait depuis Ado Piero. Et il y a la gamme au milieu qui dit allez, venez tous, on va discuter tous. Et bon, ils sont quand même arrivés à signer un protocole qui est pas inintéressant. Ils ont 1 an pour continuer à discuter, pour appliquer, notamment pour créer une garantie de revenus minimale par stream. Et la France est la première quand même à s'intéresser à ça dans le monde. Et vraiment, c'est pas inintéressant. Mais les premiers dans le monde à essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, de dire aux producteurs, vos abattements sur les contrats qui veulent rien dire, vous les enlevez, etc. À mettre un petit peu de transparence. Il y a un médiateur qui va être nommé pour continuer à faire discuter tout ce petit monde. Donc on sort un petit peu de les artistes contre Pascal Nègre, pour caricaturer, l'ADAMI au milieu, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur des chiffres un peu concrets, tant de pourcentage doit aller aux artistes minimum? Non, ils se sont mis d'accord sur une volonté vraiment voilà. Ils ont 1 an pour trouver un chiffre qu'il fallait être sympa avec les artistes. Sauf que il y a un mur de la loi, c'est-à-dire que si dans 1 an ils se sont pas mis d'accord sur un chiffre concret, il y aura une loi. D'accord. Donc ils sont un peu obligés. Le truc est relativement bien ficelé, relativement malin, et bon, on attend quand même le moment où tout ça va être mis sous un tapis et qu'il va rien se passer. Mais en tout cas, vraiment pour le coup, par rapport à toutes les missions sur la musique qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est peut-être la plus concrète, aussi parce que, comme je disais, le streaming commence à devenir un modèle valable, avec une vraie économie, et que du coup, les gros labels, qui sont eux qui tiennent un peu tout ça, toutes les discussions, les gros labels, ils savent qu'ils peuvent lâcher un peu des choses. Ils savent aussi que maintenant, en 2015-2016, ils peuvent lâcher un petit peu des choses parce que tout ça est un peu vertueux. Alors qu'il y a 3 ans, ils étaient tellement crispés sur le moindre centime, ils n'auraient rien lâché aux artistes. Donc ils ont aussi profité du moment pour aboutir à des des choses. D'accord. On va suivre ça. Bah, il est temps qu'il se passe quelque chose quand même, hein, depuis le temps que le modèle économique de la musique a changé. Ouais, effectivement. Ok, et ben, j'espère qu'il va se passer quelque chose et je reviendrai. S'il se passe rien, je reviendrai quand même aussi. C'est clair. Du coup, on continue de parler musique avec le potager du web. Donc on avait déjà parlé de culture musicale avec la musique Windows par exemple, avec les cup songs, ces gens dans les cantines qui tapaient sur leur gobelet, avec les youtubeurs qui faisaient de la musique avec des objets genre bouteilles de bière, etc. Mais cette fois on s'intéresse aux de vrais musiciens, ceux qui ont une formation classique, ceux qui sont un peu nobles quoi, genre les chefs d'orchestre lituaniens. Mais si tu vas voir. Mindaugas Piekatis, c'est un compositeur et un chef d'orchestre lituanien. Et un jour, il a entendu parler, quelqu'un lui a dit « Oh, tu sais pas quoi, ce que j'ai vu sur Internet, sur YouTube, il y a un chat qui joue du piano. Hein, je te jure, elle va sur le tabouret du piano et puis elle fait des notes comme ça a l'air de lui plaire, elle met sa tête sur les touches. » Vous savez, c'est Nora, la pianiste. Ça a 8 ans déjà, hein, cette vidéo. Et donc, ce compositeur et chef d'orchestre lituanien, quand il a entendu parler de cette histoire, il a trouvé ça vachement bien. Et il a voulu composer un arrangement orchestral autour du solo magnifique de ce chat. Alors, il avait besoin d'un extrait assez long avec des silences pour que les autres instruments puissent monter en puissance avant que le chat arrive. Comme il n'y avait pas cette vidéo exactement comme il l'aurait imaginé sur YouTube, il a écrit au propriétaire du chat en leur disant « Oh, super vos vidéos, mais vous pourriez vous en faire une juste pour moi. » De 2 heures, s'il vous plaît. Je voudrais un très long solo avec beaucoup de silence et tout ça, et puis en échange, je vais jouer avec mon orchestre autour de votre chat. Ils ont fait, ouais, bon, ça se refuse pas. Donc il lui a envoyé ce dont il avait besoin, il a composé sa musique, et le 5 juin 2009, il l'a joué avec son orchestre de chambre, ça s'appelle le Concerto.
Il y en a pour de très longues minutes. Je vous conseille la vidéo en entier. Non, mais ça marche vachement bien. C'est vraiment, vraiment bien. Donc la vidéo, aujourd'hui, elle a quand même 5 millions de vues, hein, parce qu'il l'a mis en ligne sur YouTube. Il a bien compris le principe de la vidéo virale, quand même. Et il a joué quand même ce morceau avec son orchestre une vingtaine de fois en live, non seulement en Lituanie, mais aussi dans le reste de l'Europe de l'Ouest, au Canada et aux États-Unis, s'il te plaît, monsieur, plusieurs fois. Et donc maintenant il est connu, quand tu vas sur sa page Wikipédia, c'est un compositeur lituanien, surtout connu pour sa vidéo de Nora the Cat. Je sais pas si ça joue pour lui ou pas. Alors un autre mariage intéressant entre chat et piano, avec une musique d'Arnold Schoenberg, donc c'est un compositeur autrichien du début du XXe siècle, qui a composé en 1909 3 pièces pour un piano, qui est l'un des premiers exemples de musique atonale. Donc la musique atonale, en gros, c'est, la musique classique est toujours dans une certaine tonalité. Par exemple, elle est en do majeur et donc elle va s'articuler autour d'accords qui reviennent toujours. Et se structurer autour d'une certaine tonalité. La musique atonale, elle s'affranchit de tout ça et puis elle part dans... Elle change de ton librement. Elle change de ton librement. Pour dire la chose. C'est très libre, quoi. Sur Wikipédia. Voilà. Non mais faut écouter. Par exemple, ça ressemble à ça. Ça, c'est les 3 pièces pour piano de Schoenberg, donc. Et un artiste américain d'une quarantaine d'années, qui s'appelle Cory Arcangel, a recréé cette musique avec que des vidéos de chats. C'est-à-dire qu'il a téléchargé sur son ordinateur toutes les vidéos de chats qui faisaient du piano qu'il a trouvées, y compris tous ces chatons qui courent sur un clavier et qui font plein de notes en bazar. Mais du coup, en isolant les séquences de toutes les notes sur lesquelles ils ont appuyé, il s'est retrouvé avec quasiment toutes les notes du clavier jouées par des pattes de chat. Et après, il a recomposé Schoenberg avec les extraits. Ça marche quand même super bien. Que Schoenberg avait un chat aussi, en fait. Tu crois qu'il l'a composé comme ça? En fait, c'est pas lui, c'est son chat. On a trouvé le secret de la musique atonale. Et en fait, ouais, ça marche vraiment bien parce que ce mec-là, Cory Arcangel, a mis sur son site un MP3 où dans l'oreille gauche, t'entends la version chat et dans l'oreille droite, t'as la version pour piano classique. Et ça colle vraiment bien, quoi. Voilà. Et pour finir, je voudrais vous présenter Tom Breer. Tom Breer, c'est un pianiste américain spécialisé en ragtime. Alors le ragtime comme style musical, c'est ça. Voilà, vous connaissez, hein? C'est juste avant le jazz. C'est ça. C'est The Entertainer de Scott Joplin. Et donc Tom Breer, lui, il joue ça et il y connaît absolument rien en culture web. Les jeux vidéo, jamais entendu parler. La musique de Mario, il saurait pas te la chanter. Il n'y connaît rien du tout. Par contre, il a un ami dont le pseudo est Keeper First sur YouTube, qui lui donne régulièrement des partitions de musique de mèmes qui ont tourné sur Internet ou de jeux vidéo. Il lui met devant les yeux, l'autre dit « jamais vu ça, je connais pas ». Par contre, il déchiffre comme un dieu. Et donc, il le pose devant son piano, et puis, hop. Voilà, ça vous aurez reconnu, c'est dans Super Mario World, les plateformes dans les airs. Mais il est dingue! Il a l'air de bien savoir lire la musique, ce monsieur. Et donc, vous pouvez regarder sur le compte de Keeper First, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos. Alors, celle que j'aime bien, c'est le niveau hardcore, tant qu'on est dans les chats aussi, quand on lui a donné la partition du Nyan Cat. But Vincent Johnson has arranged it here for you. Oh, man.
weird chords in it. Lower, how about that? Et voilà, et il l'a dans les doigts. Et ça fait 1 minute 30 tout pile qu'il a vu ça pour la première fois de sa vie. Il est complètement dingue. Après, vous pouvez voir, il y a la musique du casino, de Pokémon bleu et rouge, il y a des pistes de Mario Kart, des courses de Sonic, des thèmes de Zelda, d'Angry Birds et même d'Animal Crossing. Il les fait absolument toutes et je peux rester des heures à regarder ce type déchiffrer ses partitions, il est complètement dingue. Voilà, voilà, on va finir avec des poils, si ça te va. Ça me va. Si ça te va pas, on Ça me va toujours. J'ai pas le choix de toute façon, non? Bah non. Bon, alors, c'est Sinon, quand même ton émission. C'est une vidéo d'Ivan Ivanovic qui a repéré un hamster un peu gogol. Не продавайте его. On est d'accord, il a un pâte au casque. Il est parfait. Ça donne Mais c'est le presque... seul qui s'amuse. Tous les autres, ils s'ennuient. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il Mais a au moins, faim. il a un but dans sa vie. Il quoi. a un but dans sa vie, il fait des roulades. Une belle vie de Arrière. hamster. Bon, eh bien, merci Sofiane Fanen des jours.fr. Allez-y, C'est con qu'on allez peut- sur lesjours.fr. C'est con qu'on peut aller voir lesjours.fr. Vous pouvez déjà aller sur lesjours.fr, on a une page qui explique un peu le projet, etc. Et vraiment là on arrive au bout, on monte le site et dans quelques grandes semaines, on sera en ligne. La prochaine fois que tu viens, on pourra s'abonner à tes articles. Exactement. Chouette. Et à la prochaine fois. Salut! Au revoir.